parents ne seront même pas forcément avec leurs enfants pour diverses raisons. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont dans le marché, il y en a qui sont en mission, il y en a qui sont alités. Il y a beaucoup de choses qui empêchent les parents d'assister à la rentrée des enfants. Alors, en mon nom propre, au nom de la nouvelle vision, à mon nom propre, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants, à toutes les élèves et à tous les élèves, à tous les parents d'élèves, aux enseignants, aux corps enseignants, à tous ceux qui sont impliqués dans l'enseignement. Nous leur souhaitons une bonne rentrée. Nous espérons que cette année, il y aura des discussions entre le gouvernement et les acteurs afin qu'on évite les problèmes qui ont empêché, qui ont émaillé pendant très longtemps le système éducatif, afin que nos enfants, nos élèves puissent avoir la meilleure éducation possible, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour construire un pays. Alors, pour aider les parents à mieux préparer la rentrée, le gouvernement togolais a édité 10 mesures, numéro 5, numéro 6, concernent beaucoup plus les parents et les élèves. Alors, vous, quelle appréciation vous faites de ces mesures au niveau de la nouvelle vision? D'abord, les mesures, il faut les prendre globalement. Comme vous le dites, il y en a 10 points au total. Et quelques points concernent naturellement l'éducation, dont par exemple la contribution du chef de l'État par rapport à l'achat des fournitures scolaires. La vérité, c'est que la situation est tellement désastreuse dans notre pays que on pourrait se dire que cette mesure, c'est vraiment rien du tout, quoi. Certains l'ont dit, c'est vrai. Mais en même temps, il faut voir, ça a aidé certains parents, ou ça aidera certains parents. Donc, c'est un pas de franchi. Nous savons que nous ne sommes plus au point de départ et que nous ne sommes plus au point de départ, nous ne sommes pas non plus au point d'arrivée, mais que nous avons fait au moins un pas. Et comme mon président, Dr Kodjo-Huiton, a coutume de le dire, la marche de 1000 km commence toujours par un pas. Et quand vous faites un pas, vous pouvez faire le deuxième. Vous ne pouvez pas ensuite retourner en arrière. Donc, ce que le chef de l'État a fait, c'est vrai que c'est très insuffisant. On ne peut pas dire un grand bravo, mais c'est un début. Il faut le voir comme ça et continuer maintenant à se battre pour que ça puisse être mieux. Nous espérons à la nouvelle vision que c'est un processus qui a été enclenché et que ce processus continuera jusqu'à aboutir sur une amélioration complète de la situation dans notre pays, afin que la rentrée ne soit plus un objet de crise cardiaque pour les parents, un objet de maladie, un objet de frustration pour les parents. Est-ce que vous pensez que ces 10 mesures peuvent apporter quelque chose au Togo? Ces 10 mesures n'apporteront sans doute pas grand-chose, mais ça apportera à certains. Moi, j'ai vu déjà au moment où certains disaient que, des gens disaient que ces mesures ne sont rien du tout, que ça n'aide personne. J'ai vu quand même certains fonctionnaires sauter de joie. Et même si on sait que c'est juste quelques biais qui vont s'ajouter, vous savez, quand vous vivez les situations qui sont les nôtres ici, même quelques biais, ça vous soulage, c'est vrai. Alors, les mesures là, oui, elles ne sont pas, de manière macroéconomique, elles sont importantes. Mais sur le plan microéconomique, c'est-à-dire dans les ménages, pris particulièrement, c'est presque rien du tout. Mais c'est quand même un pas, comme je venais de le dire, c'est un pas. Nous, à la nouvelle vision, nous considérons que nous ne sommes plus au point de départ, nous ne sommes pas non plus arrivés au point d'arrivée, mais que c'est un pas de franchi et qu'il faut continuer dans ce sens. Nous espérons, comme je l'avais déjà dit, que c'est un processus enclenché par le chef de l'État, parce que le travail du gouvernement, c'est de faire en sorte d'améliorer le quotidien du Togolais. Le gouvernement qui n'y pense pas est un gouvernement qui n'a pas besoin d'être là. C'est un gouvernement indigne. Et nous estimons que si le gouvernement a pu faire ces gestes, c'est que nous osons croire que le gouvernement a idée d'aider les populations, le gouvernement a idée d'améliorer le quotidien. Donc, nous espérons que le gouvernement continuera dans ce sens et prendra la mesure. Parce qu'il y a par exemple des secteurs qui ont été oubliés, dont le secteur privé qui a été oublié foncièrement. Il faut vraiment revoir ça. Il y a également d'autres pans, d'autres aspects de la société qui ont été oubliés dans ces mesures. Il faut vraiment travailler à ce que les décisions soient holistiques pour le bien-être de toutes et de tous. Alors, il y a 2 semaines, le président du parti Nouvelle Vision a été reçu par le ministre en charge de la fonction publique, M. Gilbert Bahara, mis au menu des discussions la situation sociopolitique du pays. Et il a été l'occasion pour vous, en tant que responsable du parti Nouvelle Vision, de transmettre les propositions de votre parti au ministre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Quelles ont été ces propositions que vous avez transmises au ministre? D'abord, je saisis l'occasion pour remercier le ministre Gilbert Bahara, qui a effectivement reçu notre président national, Dr Kodjo-Huiton. C'était le 16 septembre dernier. Les 2 hommes se sont rencontrés, ils ont discuté, effectivement, comme vous l'avez dit, ils ont parcouru d'abord, ils ont reparcouru l'histoire politique de notre pays, parce que c'est important que nous, on puisse, sans faire une situation des torts, qu'on puisse reparcourir pour voir qu'est-ce que le gouvernement
pense de ces 50 dernières années que nous avons passées. Et il est important pour nous. Alors oui, mon président, il a discuté avec le ministre et de toutes ces questions-là. Mais pour les propositions, à la Nouvelle Vision, nous avons décidé stratégiquement de ne pas les divulguer parce que nous estimons que ça ne sert à rien, ça ne sert à personne de divulguer les propositions. En revanche, je vous dirais que ces propositions sont allées dans le sens de la création de la richesse pour notre pays, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Ça a été important parce que durant les vacances, beaucoup d'enseignants, que ce soit les enseignants volontaires, que ce soit les enseignants recrutés, beaucoup d'enseignants, ceux-là même qui ont été virés l'an dernier, tous ces enseignants-là sont venus à nous se plaindre sur leurs conditions de travail. Donc, nous avons été voir le ministre pour également discuter de ces cas-là. Nous avons discuté des cas des autres fonctionnaires qui demandent également des améliorations. Vous savez, aujourd'hui au Togo, quand le ministère des Finances nous dit que le Togo, plus de la moitié de la population togolaise vit avec moins de 700 francs par jour, ça veut dire moins de 21 000 francs CFA par mois, ça veut dire que la situation est compliquée, la situation est suffocante à un moment donné. Et donc, ce que nos fonctionnaires reçoivent, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, ça veut dire qu'il faut revoir ça. Mais pour revoir ça, le Togo a besoin de quoi? Nous avons également relevé ça. Il faut lutter contre la corruption. C'est extrêmement important parce qu'à cause de la corruption, les moyens ne nous suffisent pas, les ressources ne nous suffisent pas. Les ressources sont mal distribuées à cause de la corruption. Ensuite, il faut produire de la richesse pour notre pays. Notre pays a besoin de produire de la richesse pour limiter maintenant les fonds que nous envoyons dehors pour les importations. Nous envoyons beaucoup d'argent sur le plan alimentation, ce qui est inimaginable, par exemple, c'est que le Togo puisse importer l'oignon du Burkina. Ce n'est pas concevable. Nous ne pouvons pas importer le piment vert du Burkina, qui est un pays sahélien qui ne voit presque pas la pluie. Nous, on a la pluie tout le temps ici. On devrait pouvoir produire la richesse, on devrait pouvoir produire. Alors, si on produit tout ça chez nous, nous allons pouvoir avoir de la richesse pour pouvoir augmenter les salaires. Donc, nos propositions étaient dans ce sens-là, dans le sens, comme je l'ai dit, également, il a été question de l'urgence, non seulement sociale, mais aussi sécuritaire. Alors, vous comprenez que ces propositions-là, nous ne pouvons pas les divulguer parce que, comme je le disais, aucun gouvernement ne voudrait mettre en place, ne voudrait appliquer les propositions qu'un parti contenteur, un parti opposant lui a fait et qu'un jour on se mette à dire, voilà, c'est leurs propositions qu'ils ont mises en application. Donc, nous préférons que ces propositions que nous avons faites dans le sens de l'intérêt absolu du peuple togolais puissent rester entre le gouvernement et nous à la Nouvelle Vision afin qu'on puisse les mettre en place pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, il y a quelques mois, vous avez transmis aussi des propositions au Premier ministre. Est-ce que c'est les mêmes propositions ou il y a eu des changements? Non, ça c'était le 23 août dernier. Non, il y a eu des modifications. Il y a eu, parce qu'il y a d'abord la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomiga Dobé, que je remercie également en passant. Le président l'a rencontré, a discuté avec elle également. Les propositions, ça c'est à la chef du gouvernement. Vous comprenez que ça concerne donc tous les secteurs du gouvernement. Alors que le ministre du Travail, son portefeuille, c'est le travail, la fonction publique. Donc, à lui aussi, on lui a transmis les propositions le concernant. Alors, voilà, donc les propositions transmises également au Premier ministre, vous ne voulez même pas en parler? Non, parce que comme je venais de le dire, ça ne sert à rien, ça ne sert à personne. Si nous les divulguons et que le gouvernement ne les met pas en place, bon, finalement, qui gagne? Mais je peux vous dire que dans les 10 mesures que le chef de l'État a prises la dernière fois, nous avons quand même senti une certaine considération par rapport à ces propositions. Nous avons senti, je ne veux pas dire une prise en compte totale, même pas partielle, mais je veux dire, nous avons senti l'odeur de quelques-unes des propositions que le gouvernement, quoi qu'on dise, est à l'écoute des partis qui essaient de contribuer. Quoi qu'on dise. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nos auditeurs ont la possibilité de participer, mais après la pause. Medix, savon naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. À Lomé, les pros du maraîchère ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates,
oignons, piments, dans les marchés à Tikodi et abattoirs où vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché campus nord-ouest de Beklikame, situé au campus nord, non loin de l'entrée nord de l'université de Lomé, le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. Bientôt, nous, il y avait bon le parfumé fortune à Guavalba si amena milo. Bientôt, il y avait dada les bon boile et il y a des cas de camp pour na boyer parfum jasmine Antonio wena pli 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 et mes vivina. Et pour na bon, dana molohe, dana rigralo ricantonné. Ni nos amons le parfumé fortune. Ni mi kou ya bebo mi a kiki mi a dans la me sembe siagbe. Mon le parfumé fortune et les kilos à ma tombe sa kovi me allo kilo blave voix tombe sa komi. Ni mi dibe appelez-moi le parfumé fortune sous bon allo des cantos sans phare. Mi di black cabanier au canon les 90 29 36 64 allo 99 58 27 25 10. Mon loup parfumé fortune au vivina. On est dans la messée qui au panassou. Nana FM 95.5. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans cette émission. Alors, nous avons un premier titre en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Pour moi, on ne va plus inventer la roue. La roue a été inventée, on a commencé par le bois, et nous sommes arrivés maintenant avec le caoutchouc. C'est pour dire que les autorités en charge de l'éducation ont toutes les informations pour améliorer le quotidien de nos enfants. Moi, ce qui me préoccupe, après l'école, que deviennent nos enfants? Moi, c'est ma préoccupation principale. L'essentiel n'est pas d'aller à l'école. Bien sûr, il faut que les enfants deviennent des lettrés. Qu'est-ce qu'ils font après? Moi, c'est ma préoccupation principale. Je voudrais dire par là que, comme le disait le président Yadema, la terre ne trompe pas. Il faudrait que nos autorités pensent à former nos enfants dans le domaine agricole pour que nous puissions avoir des industries pour transformer sur place nos produits. Vous avez parlé tout à l'heure des oignons que nous importons, mais que nous n'arrivons pas à exporter, par exemple le piment. C'est déjà une tare. Donc, comment est-ce qu'on l'appelle, le thème du jour, c'est bien beau, mais pensons plutôt à ce que les enfants feront une fois que leur cursus scolaire sera fini et qu'on ne parle plus d'exode rural, mais qu'on parle maintenant d'exode urbain. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent toujours réagir dans cette émission. Alors, vous avez écouté notre auditeur Mas Adadido Gomé qui pose une question un peu plus capitale, qui demande que deviennent les enfants après l'école. C'est une question importante, mais avant même de demander que deviennent les enfants après l'école, il faut savoir ce que les enfants apprennent à l'école. Pour nous, c'est important de savoir d'abord ce que les enfants apprennent à l'école pour ensuite maintenant anticiper sur ce que les enfants là deviendront. Alors, lorsque nous aurons
su ce que les enfants... Parce que déjà, le système éducatif togolais, il faut vraiment voir ça. Moi, je pense que le professeur Kokoko tente de faire un boulot là-dessus. C'est pas encore ça. Il a démarré, comme on le dit, mais bon, il faut aller plus loin que ça pour revoir même le système, le maillage, le programme scolaire, etc. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, qui est donc celui que monsieur Max est en train d'aborder, c'est le point de ce que ces enfants deviendraient. Effectivement, il faut trouver des débouchés à ces enfants. Écoutez, chaque année, l'Université de Lomé produit entre 200 et 300 sociologues. Vous voyez, quand vous voyez ce chiffre-là, chaque année, en 10 ans, ça fait 3000 sociologues. Mais ils deviennent quoi? Quand on prend le département d'anthropologie, il produit entre 100 et 150 anthropologues chaque année. Ils deviennent quoi? Quand on prend le département de philosophie, quand on parle des lettres modernes, quand on parle des sciences de la vie et de la terre, mathématiques, physique, chacun de ces départements produit un nombre important de personnes. Et cette année, nous sommes près de 100 000 étudiants à l'Université de Lomé. Ces 100 000 vont sortir d'ici 4 ans. Alors, quand on prend ces 100 000 là, et ils deviennent quoi? Oui, la question elle est pertinente. Mais en même temps, tous ne peuvent pas devenir des agriculteurs. La terre ne peut pas nourrir tous ces gens-là. Elle peut nourrir certains par procuration, c'est-à-dire grâce à la terre, quelqu'un de lui gagne son salaire, il emploie un comptable, ou bien ils ont, à cause de leur terre, ils ont un litige, donc ils emploient un avocat, il y a le magistrat, là, le juge qui trouve un boulot. Mais une chose est sûre, c'est que l'agriculture nous permettra de mettre en place un système, un réseau qui va créer des emplois un peu partout pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Et ça fait partie de ce que nous avons appelé chez nous à la Nouvelle Vision. Nous avons lancé ça en juillet dernier, le 12. C'est le programme d'investissement citoyen. Ce programme-là nous permet de mettre en place un mécanisme axé, bien évidemment, sur la diaspora et sur certaines bonnes volontés d'ici, pour mettre en place un système qui permettra de créer de la richesse pour tout le monde et qui nous permettra également de créer du boulot, de lutter efficacement contre le chômage, ce mal-là qui nous gangrène. Mais effectivement, il faudra aussi lutter contre la corruption. Mais je souhaiterais revenir sur le début de son intervention lorsqu'il parlait de la roue qui a été déjà inventée et nous l'empruntons. Vous savez, on dit chez moi, on dit ça chez moi. Oui, le gouvernement a sans doute toutes les informations parce qu'ils ont plus de moyens que tout le monde, c'est l'État. Ils ont toutes les informations pour pouvoir conduire à bien ce pays, pouvoir faire ce qu'il faut pour ce pays. Ils ont toutes les informations. Mais parfois, on peut le leur rappeler. On peut leur rappeler que ici, vous devez faire ci, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Et aussi, il y a aussi des discussions, des échanges de méthodologie. Moi, je peux penser que en prenant 1 plus 2, ça va donner, en prenant X plus Y, ça va donner la solution. Et toi, tu peux penser qu'en prenant Y plus X, ça va donner la solution. Et c'est vrai que du point A au point B, et du point B au point A, c'est la même distance, mais attention, il y a le négatif, il y a le positif. De A à B, ça fait plus 1, de B à A, ça fait moins 1. Mathématiques, classe de 4. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana Femalo. Oui, je ne sais pas seulement, Michel qui revient, je ne sais pas si vous allez m'accepter. Aujourd'hui, j'accepte. Oui, en fait, ce que le camarade qui vient de passer a dit tout à l'heure, je crois que ce bout-là doit venir de nos gouvernants, c'est-à-dire la vision. Quand nous parlions avant de l'utilisation abusive des prisonniers, par exemple, si on avait déjà des perspectives de création des champs où on fait travailler ces prisonniers au lieu de les faire mourir de maladies dans les prisons, vous voyez, il y aura en quelque sorte une certaine importance accordée à ce domaine agricole. Mais non, l'importance n'est pas accordée à ce domaine. Vous pensez qu'un enfant qui a la licence va accepter comme ça, s'il ne travaille pas sur lui-même, d'aller comme ça au champ? Non, mais soyons sincères, parce que c'est une question de psychologie et de frustration. Mais quand on va mettre ça dans une vision et qu'on va peut-être les directives orientent les apprenants en disant que non, ce n'est pas parce que vous êtes sociologue ou vous êtes que vous ne pouvez pas vous diriger vers ce métier agricole. Et je crois que si c'est déjà inséminé dans les apprenants, mais jusqu'aux universités, je pense que cela ne posera pas de problème à quelqu'un de s'orienter tout de suite vers ce secteur-là. Donc moi, c'est comme ça que je vois, parce que c'est un problème de vision. Qu'est-ce que nos autorités, nos gouvernants, qu'est-ce qu'ils attendent de ce domaine primaire-là, qui est normalement le domaine mère de tous les autres domaines? Merci. Merci à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, je suis d'accord avec Michel. Moi, ça fait plus de 2 ans que je parlais de ces prisonniers-là. Ils ont la peine magique d'or. Ils ne font pas du sport, tout ça là. Je pense trouver intérêt. Bon, monsieur, est-ce que votre parti là ne peut pas proposer au chef de l'État? C'est pas parce que vous êtes au pouvoir. Si vous le proposez
Merci et bonne journée à vous aussi. 91 Monsieur Garo est en train de rappeler ce que nous faisons tous les jours de propositions. On en fait parce qu'on ne peut faire que ça en tant que parti. Nous, on ne peut que proposer. On ne peut pas agir à la place du gouvernement. Alors, Michel qui dit qu'avec la licence, un élève formé dans le système français ne peut jamais accepter avec sa licence aller au champ. Donc, il faut commencer depuis la base. Non, mais ça, c'est effectivement ça. C'est le système éducatif qui nous fait faire ça. C'est l'éducation même. En réalité, moi, par exemple, quand j'étais aussi au campus, je me disais, bon, c'est ce que j'étudie que je dois faire. Mais en réalité, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des ingénieurs génie civil qui deviennent des spécialistes en leadership. On a des techniciens de laboratoire qui deviennent des consultants en communication parce qu'il faut savoir se réinventer. Il faut savoir s'inventer, se réinventer. Ce n'est pas forcément ce que vous avez étudié à l'université que vous allez ensuite exercer. Il y a des gens qui sont, je peux dire, je suis X de formation, mais je suis X de profession, je suis Y de profession. C'est parfois différent. Donc, ce n'est pas parce que vous avez la licence en géographie que vous devez forcément être sur le terrain quelque part en train de chercher, en train de prendre les mesures, les données. Mais si vous n'avez pas l'opportunité là, vous allez faire quoi? Vous devez vous réinventer pour vous créer une opportunité parce que chaque opportunité est importante. Alors ça, c'est aussi dans le système éducatif qu'on doit nous inculquer que ça. Comme l'un d'entre eux le disait, c'est dans le système éducatif. Nos enseignants, il faut les former déjà à nous inculquer ça depuis le cours primaire pour qu'on sache que ce n'est pas forcément ce que tu as. Parce que les études à l'école, c'est pour nous instruire. C'est une collecte d'informations que nous faisons à l'école. Maintenant, sur le terrain, il faut exercer, parce que ça, en fait, l'école te forme à avoir un bon intellect, à savoir distinguer le bien d'avec le mal, le vrai d'avec le faux, le bon d'avec le mauvais, à savoir faire ce que nous appelons en philosophie la raison discursive. L'école nous permet d'avoir ça. Et quand vous finissez d'avoir ça, quand vous arrivez à acquérir ça, mais il faut maintenant l'appliquer. Et n'attendez pas à l'appliquer que dans le secteur. Mais sinon, quand on prend par exemple les gens, ceux qui ont étudié la philosophie à l'université, mais honnêtement, quel est leur débouché au Togo ici? Il n'y en a pas beaucoup, que c'est aller enseigner. Mais en réalité, ces gens ont été bien formés, ils doivent pouvoir faire quelque chose sur le terrain. Vous voyez un peu, donc la question là, non, on devrait nous inculquer ça depuis le cours primaire. Alors, M. Gado et Michel qui pensent qu'il faut faire travailler les prisonniers. Vous savez, les prisonniers, au-delà de tout, quoi qu'on dise, même si leur cas préoccupe tout le monde, il y en a qui ont vraiment commis des gaffes. Et il y en a qui sont tout ça parce qu'il a une dette de 10 000 francs. Et finalement, ça s'est transformé en abus de confiance pour lui. Beaucoup de choses. Alors, les prisonniers, les 7 détenus-là, certains peuvent être très, très utiles. C'est-à-dire, on peut, au lieu de condamner certains à la réclusion, on peut les condamner aux travaux forcés. Tu travailles quelques années pour le compte de l'État et l'État en tire du profit. Certains peuvent le faire, ils en sont capables. Il y en a qui sont très costauds, il y en a qui sont en très bonne forme. Au lieu qu'on les condamne à la réclusion à perpétuité ou bien à la réclusion, ou bien ils sont privés de leur liberté, ils y sont mangés difficilement, c'est des maladies tous les jours. Les prisons sont bondées de monde. Il faut les faire travailler. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, il faut les faire travailler pour produire de la richesse. Oui, cette idée, je pense qu'il faut la mûrir, il faut bien la réfléchir. Nous avons eu déjà, nous, en parler il y a 3 ans, à la Nouvelle Vision, mais bon, vous savez comment ça se passe. Il y a de ces idées-là qui sont très sensibles, il faut savoir les évoquer pour ne pas tomber dans d'autres travers. Alors, M. Garo qui pense que faire cette proposition au gouvernement, ce n'est pas un parti quelconque que vous aidez, mais c'est surtout le Togo. Non, mais depuis toujours, nous, notre intention, notre volonté a toujours été d'aider ce pays. Et toutes les propositions que nous faisons depuis le début, c'est toujours pour aider ce pays. Sinon, on ne les aurait pas fait. On pourrait dire, bon, ça aide Uni, mais en réalité, vous savez, sans risque de me tromper, ce n'est pas Uni seul qui dirige ce pays. Vous savez, dans les administrations, il y a plein de personnes. Hein. Dans les administrations, on a des gens de Uni, des gens de l'ANC, des gens de l'UFC, des gens de la Nouvelle Vision, des gens du NET, des gens du CA, etc. On a des gens de beaucoup de partis dans l'administration. C'est vrai que les premiers décideurs sommet de l'État, la grande majorité, c'est Uni. Mais dans cette majorité-là, même, il y a des gens qui sont dans d'autres partis qui c'est pas forcément Uni. Alors, c'est eux qui dirigent, c'est vrai, mais on peut faire des propositions à chaque fois parce que nous vivons les difficultés chez nous. Moi, je vis tellement de difficultés chez moi, à Déticopé là-bas, que je ne peux pas attendre qu'un jour, je sois au sommet de l'État, je sois un dirigeant pour pouvoir créer le changement. Si le changement, je peux le créer, je le fais. Parce que moi, je vais le vivre avec ma famille, mes voisins. C'est déjà un pas de franchi. C'est déjà un pas qui est fait. Mais si vous attendez, si on attend en disant qu'il faut être au sommet de l'État, écoutez, on n'arrivera nulle part, on n'ira nulle part, on ne fera jamais rien. Écoutez, le RPT a fait près de 40 ans au pouvoir. Unir est en train de faire bientôt 15 ans, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Mais depuis là, si les partis d'opposition attendent quand est-ce qu'ils feront preuve
de capacité de gérance, de capacité d'action. Quand est-ce qu'ils le feront? On prend le dernier auditeur. On a FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, bonjour. J'ai atterri comme un cheveu dans la soupe. Mais si je comprends bien, le monsieur vient nous dire que si on paye les études de nos poches à nos enfants, alors que c'est à l'État, ça revient à l'État de tout payer gratuitement comme en France. Et je sais pas, tout payer, alors que les parents ne doivent rien payer. C'est-à-dire, si on s'est débrouillé pour envoyer nos enfants à l'école, ils sont diplômés, ils ont le bac, la licence, tout le reste, il faut qu'on les envoie au champ ou quoi? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Ah bon, c'est à l'État de leur procurer du travail. L'histoire du champ là, ça serait un hobby pour ces enfants-là, pour faire diplômer. Non, je n'ai jamais dit ça. À les envoyer, on n'est pas en Russie. Merci, madame. Je n'ai pas dit ça. La vérité, c'est que le secteur agricole est un secteur fortement pourvoyeur d'emplois dans tous les pays. Je ne parle pas seulement du Togo, même aux États-Unis. C'est un secteur qui produit beaucoup d'emplois. Parce que c'est le secteur de l'alimentation. Au Togo, nous avons 2,2 millions d'hectares de terres arables non utilisées. Ça, c'est le gouvernement qui le dit. Ensuite, on nous dit que le secteur agricole, c'est plus de 75% au Togo. Mais autant mettre ce secteur, autant mettre tout cela, transformer tout cela en opportunité pour évoluer. Nous avons, ce n'est pas seulement un hobby. Écoutez, si vous avez 100 hectares, par exemple, que vous pouvez utiliser, exploiter pour vous créer de la richesse, est-ce que c'est un hobby? Non, ça dépasse un hobby. C'est un secteur créateur d'emplois. Alors, si le comptable est là, comme je viens d'expliquer la chaîne, il y a par exemple quelqu'un qui a 100 hectares et qui produit du maïs, plusieurs tonnes de maïs chaque année, et il vend ça. Il lui faut quelqu'un pour gérer ses sous. Et c'est là où intervient le comptable, n'est-ce pas? Le comptable intervient, il y a un caissier qui, lorsque lui vend le maïs, le caissier décaisse les fonds, il gère les fonds. Il doit avoir, lui, quelque part, un manager qui lui gère sa société. Il va employer beaucoup de personnes. Alors, comme je l'ai dit tantôt, tous n'iront pas au champ. Mais il y en a qui iront au champ. Et une grande majorité qui ira au champ, qui produira de la richesse, et ces richesses-là profitera à tout le monde. C'est ce que je dis. La nouvelle vision n'a jamais dit que tout le monde, toute la population doit aller au champ, parce que finalement, il n'y aura plus personne pour faire quoi que ce soit. Il n'y aura plus personne pour être médecin, pour être avocat, pour être, je sais pas quoi. Vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Ah, merci pour l'opportunité que Nana FM nous donne chaque fois. Moi, je souhaite, comme je l'avais déjà dit, une bonne rentrée. Mon propre fils Dignity démarre aujourd'hui. C'est la première fois qu'il met pied à l'école aujourd'hui. Et à tous ces enfants qui mettent pied pour la première fois en classe, je leur souhaite une bonne rentrée et que le très haut bénisse le Togo, qu'il renouvelle en nous notre sagesse. Nous disons merci à Sylvain Vidirako, deuxième vice-président du parti politique La Nouvelle Vision. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.